J'ai beau regarder les hommes, soit avec un regard bienveillant, soit avec le mauvais œil. Je les trouve toujours occupés, tous et chacun en particulier, à une même tâche. À faire ce qui est utile à la conservation de l'espèce. Et ce n'est certes pas à cause d'un sentiment d'amour pour cette espèce, mais simplement puisque, en eux, rien n'est plus ancien, plus fort, plus inexorable, plus invincible que cet instinct, puisque cet instinct est précisément l'essence de notre espèce et de notre troupeau. Quoique l'on arrive assez rapidement, avec la vue basse dont on est coutumier, à séparer nettement selon l'usage, à une distance de 5 pas ses prochains en hommes utiles et nuisibles, bons et méchants, lorsque l'on fait un décompte général, en réfléchissant plus longuement sur l'ensemble, on finit par se méfier de cette épuration et de cette distinction, et l'on y renonce complètement. L'homme le plus nuisible est peut-être encore le plus utile au point de vue de la conservation de l'espèce. Car il entretient chez lui, ou par son influence sur les autres, des instincts sans lesquels l'humanité serait amollie ou corrompue depuis longtemps. La haine, la joie méchante, le désir de rapine et de domination, et tout ce qui, pour le reste, s'appelle le mal, cela fait partie de l'extraordinaire économie dans la conservation de l'espèce, une économie coûteuse, prodigue et, en somme, excessivement insensée. Mais qui, cela est prouvé, a conservé jusqu'à présent notre espèce. Je ne sais plus, mon cher frère en humanité, si, en somme, tu peux vivre au détriment de l'espèce, c'est-à-dire d'une façon déraisonnable et mauvaise. Ce qui aurait pu nuire à l'espèce s'est peut-être éteint déjà depuis des milliers d'années et fait maintenant partie de ces choses qui, même auprès de Dieu, ne sont plus possibles. Suis tes meilleurs ou tes plus mauvais penchants et avant tout, va à ta perte. Dans les deux cas, tu seras probablement encore, d'une façon ou d'une autre, le bienfaiteur qui encourage l'humanité, et à cause de cela, tu pourras avoir tes louangeurs et même tes railleurs. Mais tu ne trouveras jamais celui qui saurait te railler, toi, l'individu, entièrement, même dans ce que tu as de meilleur, celui qui saurait te faire apercevoir suffisamment pour répondre à la vérité, ton incommensurable pauvreté de mouches et de grenouilles. Pour rire sur soi-même, comme il conviendrait de rire, comme si la vérité partait du cœur. Les meilleurs n'ont pas encore eu, jusqu'à présent, assez de véracité, les plus doués assez de génie. Peut-être y a-t-il encore un avenir pour le rire. Ce sera lorsque la maxime « l'espèce est tout, l'individu n'est rien » se sera incorporée à l'humanité et que chacun pourra, à chaque moment, pénétrer dans le domaine de cette délivrance dernière, de cette ultime irresponsabilité. Peut-être alors le rire se sera-t-il allié à la sagesse, peut-être ne restera-t-il plus que le gai savoir. En attendant, il en est tout autrement. La comédie de l'existence n'est pas encore devenue consciente à elle-même. C'est encore le temps de la tragédie, le temps des morales et des religions. Que signifie cette apparition toujours nouvelle de ces fondateurs de morale et de religion, de ces instigateurs à la lutte pour les évaluations morales, de ces maîtres du remords et des guerres de religion? Que signifient ces héros sur de pareilles planches? Car jusqu'à présent, ce furent bien des héros. Et tout le reste qui, par moments, était seul visible et très proche de nous, n'a jamais fait que servir à la préparation de ces héros, soit comme machinerie et comme coulisses, soit dans le rôle de confident et de valet. Les poètes, par exemple, furent toujours les valets d'une morale quelconque. Il va de soi que ces tragiques, eux aussi, travaillent dans l'intérêt de l'espèce, bien qu'ils s'imaginent peut-être travailler dans l'intérêt de Dieu et comme envoyés de Dieu. Eux aussi activent la vie de l'espèce, en activant la croyance en la vie. Il vaut la peine de vivre, ainsi s'écrie chacun d'eux. La vie tire à conséquence, il y a quelque chose derrière et au-dessous d'elle, prenez garde. Cet instinct qui règne d'une façon égale chez les hommes supérieurs et vulgaires, l'instinct de conservation, se manifeste de temps en temps sous couleur de raison ou de passion intellectuelle. Il se présente alors entouré d'une suite nombreuse de brillants motifs et veut, à toute force, faire oublier qu'il n'est au fond qu'impulsion, instinct, folie et manque de raison. Il faut aimer la vie car il faut que l'homme active sa vie et celle de son prochain car. Et quels que soient encore tous ces il faut et ces car, maintenant et dans l'avenir, afin que tout ce qui arrive nécessairement et toujours par soi-même, sans aucune fin, apparaisse dorénavant comme ayant été fait en vue d'un but, plausible à l'homme comme raison et loi dernière, le maître de morale s'impose comme maître du but de la vie. Il invente pour cela une seconde et autre vie, et au moyen
moyen de sa nouvelle mécanique, il fait sortir notre vie ancienne et ordinaire de ses gonds anciens et ordinaires. Oui, il ne veut à aucun prix que nous nous mettions à rire de l'existence, ni de nous-mêmes, ni de lui. Pour lui, l'être est toujours l'être, quelque chose de premier, de dernier et d'immense. Pour lui, il n'y a point d'espèce, de somme, de zéro. Ses inventions et ses appréciations auront beau être folles et fantasques, il aura beau méconnaître la marche de la nature et les conditions de la nature, et toutes les éthiques furent jusqu'à présent insensées et contraires à la nature, au point que chacune d'elles aurait mené l'humanité à sa perte, si elle s'était emparée de l'humanité, quoi qu'il en soit. Chaque fois que le héros montait sur les planches, quelque chose de nouveau était atteint. L'opposé épouvantable du rire, cette profonde émotion de plusieurs à la pensée. Oui, il vaut la peine que je vive. Oui, je suis digne de vivre. La vie, et moi, et toi, et nous tous, tant que nous sommes, nous devînmes de nouveau intéressants pour nous. Il ne faut pas nier qu'à la longue, le rire, la raison et la nature ont fini par se rendre maîtres de chacun de ces grands maîtres en téléologie. La courte tragédie a toujours fini par revenir à l'éternelle comédie de l'existence, et la mer, au sourire innombrable, pour parler avec Échille, finira par couvrir de ses flots la plus grande de ses tragédies. Mais malgré tout ce rire correcteur, somme toute, la nature humaine a été transformée par l'apparition toujours nouvelle de ces proclamateurs du but de la vie. Elle a maintenant un besoin de plus, précisément celui de voir apparaître toujours de nouveau de pareilles doctrines de la fin. L'homme est devenu, peu à peu, un animal fantasque, qui aura à remplir une condition d'existence de plus que tout autre animal. Il faut que, de temps en temps, l'homme se figure savoir pourquoi il existe. Son espèce ne peut pas prospérer sans une confiance périodique en la vie, sans la foi à la raison dans la vie. Et, toujours de nouveau, l'espèce humaine décrétera de temps en temps: il y a quelque chose sur quoi l'on n'a absolument pas le droit de rire. Et le plus prévoyant des philanthropes ajoutera: non seulement le rire et la sagesse joyeuse, mais encore le tragique, avec toute sa sublime déraison, font partie des moyens et des nécessités pour conserver l'espèce. Et par conséquent, me comprenez-vous, ô mes frères, comprenez-vous cette nouvelle loi du flux et du reflux? Nous aussi, nous aurons notre heure. La conscience intellectuelle. Je refais toujours à nouveau la même expérience et toujours à nouveau, je regagne contre mon expérience. Je ne veux pas y croire, malgré son évidence. La plupart des hommes manquent de conscience intellectuelle. Il m'a même semblé parfois qu'avec les revendications d'une telle conscience, on se trouvait solitaire, comme dans un désert, dans les villes les plus populeuses. Chacun te regarde avec des yeux étrangers et continue à manier sa balance, appelant telle chose bonne, telle autre mauvaise. Personne ne rougit lorsque tu laisses entendre que les unités dont on se sert n'ont pas leur poids trébuchant. On ne se révolte pas non plus contre toi, tout au plus rira-t-on de tes doutes. Je veux dire, la plupart des hommes ne trouvent pas méprisable de croire telle ou telle chose et de vivre conformément à ces choses sans avoir au préalable pris conscience des raisons dernières et certaines pour ou contre elles, et sans même s'être donné la peine de trouver ces raisons. Les hommes les plus doués et les femmes les plus nobles font encore partie de ce grand nombre. Mais que m'importe la bonté de cœur, la finesse et le génie, lorsque l'homme qui possède ces vertus tolère en lui des sentiments tièdes à l'égard de la foi et du jugement, si le besoin de certitude n'est pas en lui le désir le plus profond, la plus intime nécessité, étant ce qui sépare les hommes supérieurs des hommes inférieurs. Chez certains hommes pieux, j'ai trouvé une haine de la raison dont je leur ai été reconnaissant. Ainsi se révélait du moins leur mauvaise conscience intellectuelle. Mais se trouvait au milieu de cette rerum concordia discourse et de toute cette merveilleuse incertitude, de cette multiplicité de la vie, et ne point interroger, ne point trembler du désir et de la joie de l'interrogation, ne pas même haïr l'interrogateur, peut-être même s'en amuser jusqu'à l'épuisement, c'est cela que je trouve méprisable, et c'est ce sentiment de mépris que je commence par rechercher chez chacun. Et une folie quelconque finit toujours par me convaincre que chaque homme possède ce sentiment en tant qu'homme. C'est là de l'injustice à ma façon. Noble et vulgaire.
Aux natures vulgaires, tous les sentiments nobles et généreux paraissent impropres et, pour cela, le plus souvent invraisemblables. Ils clignent de l'œil quand ils entendent parler et semblent vouloir dire « Il doit y avoir un bon petit avantage, on ne peut pas regarder à travers tous les murs ». Ils se montrent envieux à l'égard de l'homme noble, comme s'il cherchait son avantage par des chemins détournés. S'ils sont convaincus avec trop de précision de l'absence d'intentions égoïstes et de gains personnels, l'homme noble devient pour eux une espèce de fou. Ils le méprisent dans sa joie et se rient de ses yeux brillants. Comment peut-on se réjouir du préjudice qui vous est causé? Comment peut-on accepter un désavantage avec les yeux ouverts? L'affection noble doit se compliquer d'une maladie de la raison. Ainsi pense-t-il, et il jette un regard de mépris, le même qu'ils ont en voyant le plaisir que l'aliéné prend à son idée fixe. La nature vulgaire se distingue par le fait qu'elle garde sans cesse son avantage en vue, et que cette préoccupation du but et de l'avantage est elle-même plus forte que l'instinct et le plus violent qu'elle a en elle. Ne pas se laisser entraîner par son instinct à des actes qui ne répondent pas à un but, c'est là leur sagesse et le sentiment de leur dignité. Comparée à la nature vulgaire, la nature supérieure est la plus déraisonnable. Car l'homme noble, généreux, celui qui se sacrifie, succombe en effet à ses instincts et, dans ses meilleurs moments, sa raison fait une pause. Un animal qui protège ses petits au danger de sa vie ou qui, lorsqu'il est en chaleur, suit la femelle jusqu'à la mort, ne songe pas au danger de la mort. Sa raison, elle aussi, fait une pause, puisque le plaisir que lui procure sa couvée ou sa femelle et la crainte d'en être privé le dominent entièrement. Il devient plus bête qu'il ne l'est généralement, tout comme l'homme noble et généreux. Celui-ci éprouve quelques sensations de plaisir ou de déplaisir avec tant d'intensité que l'intellect devra se taire ou se mettre au service de ces sensations. Alors son cœur lui monte au cerveau et l'on parlera dorénavant de passion. Ça et là, on rencontre aussi l'opposé de ce phénomène et en quelque sorte le renversement de la passion. Par exemple chez Fontenelle, à qui quelqu'un mit un jour la main sur le cœur en disant « Ce que vous avez là, mon cher, est aussi du cerveau ». C'est la déraison, ou la fausse raison de la passion que le vulgaire méprise chez l'homme noble, surtout lorsque cette passion se concentre sur des objets dont la valeur lui paraît être tout à fait fantasque et arbitraire. Il s'irrite contre celui qui succombe à la passion du ventre, mais il comprend pourtant l'attrait qui exerce cette tyrannie. Il ne s'explique pas par contre comment on peut par exemple, pour l'amour d'une passion de la connaissance, mettre en jeu sa santé et son honneur. Le goût des natures supérieures se fixe sur les exceptions, sur les choses qui généralement laissent froid et ne semblent pas avoir de saveur. La nature supérieure a une façon d'apprécier qui lui est particulière. Avec cela, dans son idiosyncrasie du goût, elle s'imagine généralement ne pas avoir de façon d'apprécier à elle particulière. Elle fixe au contraire ses valeurs et ses non-valeurs particulières comme des valeurs et des non-valeurs universelles, et tombe ainsi dans l'incompréhensible et l'irréalisable. Il est très rare qu'une nature supérieure conserve assez de raison pour comprendre et pour traiter les hommes ordinaires en tant qu'hommes ordinaires. Généralement, elle a foi en sa passion, comme si chez tous, elle était la passion restée cachée. Et justement, dans cette idée, elle est pleine d'ardeur et d'éloquence. Lorsque de tels hommes d'exception ne se considèrent pas eux-mêmes comme des exceptions, comment donc seraient-ils jamais capables de comprendre les natures vulgaires et d'évaluer la règle d'une façon équitable? Et ainsi, ils parlent eux aussi de la folie, de l'impropriété et de l'esprit fantasque de l'humanité, plein d'étonnement sur la frénésie du monde qui ne veut pas reconnaître ce qui serait pour lui la seule chose nécessaire. C'est là l'éternelle injustice des hommes nobles. Ce qui conserve l'espèce. Les esprits les plus forts et les plus méchants ont jusqu'à présent fait faire les plus grands progrès à l'humanité. Ils allumèrent toujours à nouveau les passions qui s'endormaient. Toute société organisée endort les passions. Ils éveillèrent toujours à nouveau le sens de la comparaison, de la contradiction, le plaisir de ce qui est neuf, osé, non éprouvé. Ils forcèrent l'homme à opposer des opinions aux opinions, un type idéal à un type idéal. Par les armes, par le renversement des bornes frontières, par la violation de la piété le plus souvent, mais aussi par de nouvelles religions et de nouvelles morales. La même méchanceté est dans l'âme de tous les maîtres
et de tous les prédicateurs de ce qui est neuf. Cette méchanceté qui jette le discrédit sur un conquérant, même lorsqu'elle s'exprime d'une façon plus subtile, et ne met pas de suite les muscles en mouvement, ce qui d'ailleurs fait diminuer le discrédit. Ce qui est neuf, cependant, est de toute façon le mal, étant ce qui conquiert et veut renverser les vieilles bornes et les piétés anciennes, et ce n'est que ce qui est ancien qui puisse être le bien. Les hommes de bien de toutes les époques ont été ceux qui ont approfondi les vieilles idées pour leur faire porter des fruits, les cultivateurs de l'esprit. Mais toute terre finit par être épuisée et il faut que toujours revienne le soc de la charrue du mal. Il est maintenant une doctrine de la morale, foncièrement erronée, doctrine surtout très fêtée en Angleterre. D'après elle, les jugements bien et mal traduisent l'accumulation des expériences sur ce qui est opportun et inopportun. D'après elle, ce qui est appelé bien conserve l'espèce, ce qui est appelé mal est nuisible à l'espèce. Mais en réalité, les mauvais instincts sont opportuns, conservateurs de l'espèce et indispensables au même titre que les bons, si ce n'est que leur fonction est différente. Devoirs absolus. Tous les hommes qui sentent qu'il leur faut les paroles et les intonations les plus violentes, les attitudes et les gestes les plus éloquents pour pouvoir agir, les politiciens révolutionnaires, les socialistes, les prédicateurs, avec ou sans christianisme, tous ceux qui veulent éviter les demi-succès, tout cela parle de devoirs, et toujours de devoirs qui ont un caractère absolu. Autrement, ils n'auraient point droit à leur pathos démesuré, ils le savent fort bien. C'est pourquoi ils s'emparent avidement d'une philosophie de la morale qui prêche un impératif catégorique quelconque, ou bien ils s'assimilent un beau morceau de religion, comme fit par exemple Mazzini, parce qu'ils désirent que l'on ait absolument confiance en eux. Il faut qu'ils commencent par avoir en eux-mêmes une confiance absolue, en vertu d'un dernier commandement quelconque, indiscutable et sublime sans condition, d'un commandement dont ils se sentent les serviteurs et les instruments et voudraient se faire reconnaître comme tels. Nous trouvons là les adversaires les plus naturels et souvent très influents de l'émancipation morale et du scepticisme, mais ils sont rares. Il y a par contre une classe très nombreuse de ces adversaires, partout où l'intérêt enseigne la soumission, tandis que la réputation et l'honneur semblent l'interdire. Celui qui se sent déshonoré à la pensée qu'il est l'instrument d'un prince, d'un parti, d'une secte, ou même d'une puissance d'argent, par exemple en tant que descendant d'une famille ancienne et fière, mais qui veut justement être cet instrument ou bien est forcé de l'être, en face de lui-même et de l'opinion publique, celui-là aura besoin de principes pathétiques, que l'on peut avoir sans cesse à la bouche. Des principes d'une obligation absolue à qui l'on peut se soumettre et se montrer soumis sans honte. Toute servilité un peu subtile tient à l'impératif catégorique et se montre l'ennemi mortel de tous ceux qui veulent enlever au devoir son caractère absolu. C'est pourquoi il exige de la convenance, et bien plus que la convenance. Dignité perdue. La méditation a perdu toute sa dignité de forme. On a tourné en ridicule le cérémonial et l'attitude solennelle de celui qui réfléchit, et l'on ne tolérerait plus un homme sage du vieux style. Nous pensons trop vite, nous pensons en chemin, tout en marchant, au milieu des affaires de toute espèce, même lorsqu'il s'agit de penser aux choses les plus sérieuses. Il ne nous faut que peu de préparation, et même peu de silence. C'est comme si nous portions dans notre tête une machine d'un mouvement incessant, qui continue à travailler, même dans les conditions les plus défavorables. Autrefois, on s'apercevait au visage de chacun qu'il voulait se mettre à penser. C'était là une chose exceptionnelle. Qu'il voulait devenir plus sage et se préparer à une idée, on contractait le visage comme pour une prière, et l'on s'arrêtait de marcher. On se tenait même immobile pendant des heures dans la rue, lorsque la pensée venait, sur une ou deux jambes. C'est ainsi que cela en valait la peine. Pour les hommes actifs, quiconque veut faire des choses de la morale l'objet de son étude s'ouvre un énorme champ de travail. Toutes les catégories de passions doivent être méditées séparément à travers les temps, les peuples, les individus grands et petits. Il faut mettre en lumière toutes leurs raisons, toutes leurs appréciations, toutes leurs conceptions des choses. Jusqu'à présent, tout ce qui a donné de la couleur à l'existence n'a pas encore d'histoire. Où trouverait-on par exemple une histoire de l'amour, de l'avidité, de l'envie, de la conscience, de la pitié, de la cruauté ?
Nous manquons même complètement, jusqu'à ce jour, d'une histoire du droit, ou même seulement d'une histoire de la pénalité. A-t-on déjà pris pour objet d'étude la division multiple du temps, les suites d'une fixation régulière du travail, des fêtes et du repos? Connaît-on les effets normaux des aliments? Y a-t-il une philosophie de la nutrition? L'agitation que l'on recommence sans cesse, pour et contre le végétarisme, prouve déjà qu'il n'existe pas de pareille philosophie. A-t-on déjà recueilli des expériences sur la vie en commun, par exemple la vie claustrale? La dialectique du mariage et de l'amitié est-elle déjà exposée? Les mœurs des savants, des commerçants, des artistes, des artisans ont-elles déjà trouvé leurs penseurs? Il reste tant de choses à penser en cette matière. Tout ce que les hommes ont considéré jusqu'à présent comme leur condition d'existence, et toute raison, toute passion, toute superstition dans ces considérations, a-t-on déjà étudié cela jusqu'au bout? Rien que l'observation des différents degrés de croissance que les instincts humains ont pris ou pourraient prendre, selon les différents climats, donnerait déjà trop à faire aux plus actifs. Il faudrait des générations de savants travaillant selon un plan commun pour épuiser les différents points de vue et l'ensemble de la matière. Il en est de même pour la démonstration des motifs qui amenèrent la variété des climats moraux. Pourquoi tel soleil d'un jugement fondamental et d'une évolution morale luit-il ici, et là tel autre? Et c'est encore un travail nouveau qui détermine ce qu'il y a d'erroné dans tous ces motifs et qui établit toute l'essence des jugements moraux portés jusqu'à présent. En supposant que tous ces travaux fussent faits, ce serait alors, autour de la plus épineuse de toutes les questions de venir au premier plan, la question de savoir si la science est à même de donner des buts nouveaux à l'activité de l'homme, après avoir donné la preuve qu'elle peut en enlever et en détruire. Alors commencerait une expérimentation qui pourrait satisfaire toute espèce d'héroïsme, une expérimentation de plusieurs siècles qui laisserait dans l'ombre tous les grands travaux et tous les grands sacrifices que l'histoire nous a fait connaître jusqu'à ce jour. Jusqu'à présent, l'histoire n'a pas encore édifié ses constructions de cyclopes. Pour cela aussi le temps viendra.